On est très heureux, Elisabeth et moi, de vous avoir avec nous. C'est l'occasion de continuer pour elle et moi de créer une communauté autour de l'approche générative en facilitation. On a conscience que le changement génératif est un mouvement qui est en route, qui a été lancé par Robert Dilts et par Stephen Gilligan. Et la facilitation générative, notamment la formation SFM2, se veut le relais de ce mouvement à l'échelle de la facilitation. Et nous avons vraiment envie que le message et la perspective de l'approche générative qu'on va vous présenter ce soir soit vraiment porté par une communauté de personnes qui se reconnaissent dans cette démarche et qui la comprennent et qui en comprennent aussi les applications concrètes. Ah voilà, Cédric aussi. Et Bernard. Bienvenue Cédric, bienvenue Bernard. Bonjour, désolé. Oui, on a remarqué. Ah, ça Je va suis rien, un petit peu en retard. Je suis un petit peu en retard. c'est pas grave. Des C'est pas petits grave. soucis de connexion et voilà, d'organisation familiale, on va dire. C'est Merci chouette, d'être c'est là. chouette que tu sois là. Ouais, Oui, oui, ça me fait bien plaisir de vous voir. ouais. Nous aussi. Bernard aussi, bienvenue. J'ai pas le plaisir de te connaître, je crois. Donc j'étais en train de partager avec Saverio, Isabelle et Karine que comment dire l'approche générative se veut être un mouvement et que la facilitation générative est une expression de ce mouvement et que Elisabeth et moi sommes aussi en tant que formateurs ceux qui souhaitent réunir des personnes qui se reconnaissent dans cette approche originale, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est une approche aussi qui se veut, euh, à mon sens, provocatrice d'intelligence collective et provocatrice dans le bon sens du terme. Je ne suis pas en train de faire du prosélytisme pour une approche ou une autre, hein. Je suis juste en train de dire que euh, ce mouvement du changement génératif qui est porté par l'Association internationale du changement génératif, l'IAGC, euh, mérite, à mon sens, d'être plus connu parce que non seulement nos méthodes s'inscrivent dans un courant de l'intelligence collective, mais en même temps, je pense qu'elles réconcilient l'individu non seulement avec lui-même, mais avec le collectif. Et Elisabeth et moi avons créé cet été et depuis le début de l'année, et puis même depuis 2 ans déjà, une approche qui s'appelle Me to We, qui est un index qu'on va mettre en open source bientôt pour permettre à des individus de mesurer leur capacité à l'intelligence collective. Parce que pour nous, c'est pas ou l'individu ou le collectif. Ce qu'on a identifié qui manquait, c'est comment on aide les individus à faire le pont avec le collectif. Comment on aide chacun d'entre nous à passer de ce que nous on appelle de la phase d'indépendance, je suis un adulte qui tient debout tout seul, à l'interdépendance, je suis un adulte qui tient debout tout seul en relation avec les autres et on fait quelque chose. Et on voit beaucoup d'approches qui traitent de l'un ou de l'autre, mais qui ne parlent pas de la transition de l'un vers l'autre. Comment faire la transition de l'individu qui tient debout tout seul à cette conscience du collectif et comment le pont est tissé entre les deux. Elisabeth ? Oui, ce qui est venu à la prise de conscience que l'on a eue, justement, Jean-François et moi intervenons vraiment dans les organisations, TPE, grands groupes, et nous nous sommes rendus compte au fil du temps que cette approche générative d'intelligence collective est exceptionnelle. Elle génère des mouvements, des prises de conscience, des émergences qui sont magnifiques, surtout dans une période où on a besoin d'innovation. Mais en même temps, avec le recul, au fil du temps, on s'est rendu compte que là où ça pêchait, c'est que au-delà d'une vision inspirante, au-delà d'une identité porteuse, au-delà de grands leaders que les personnes ont envie de suivre, cela pêche souvent
au niveau des capacités elles-mêmes des individus et même de leur conscience. Vous savez, hein, on est dans un domaine de développement personnel d'une façon ou d'une autre. À un moment ou à un autre, on prend tous conscience d'un axe de développement qui nous est nécessaire. Et on s'est rendu compte à un moment donné qu'après une intervention, au bout de peut-être 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, il y avait comme un effet il y avait des blocages ou une baisse de motivation, ou le soufflet un petit peu qui retombait, et des égos qui se confrontaient. Donc, en travaillant sur tout ça, on a mis effectivement au point cet index. Si beaucoup d'entre vous, là, vous avez tous été d'une façon ou d'une autre dans le mouvement de Robert Dills, hein, quelque part. Vous savez, on travaille beaucoup sur le haut de la pyramide avec cette notion de vision. Là, quelque part, on a voulu ancrer plus les choses dans les comportements et les capacités au niveau des individus dans les organisations, prise de conscience et travail sur certains axes. Et de fait, en reliant les deux, on donne ainsi la possibilité à la fois aux individus et aux équipes d'avancer dans ce processus génératif en intelligence collective. Et c'est un peu à contre-courant de l'intelligence collective actuellement, où on est, vous entendez ça souvent, le 1 plus 1 égale 3, et on est tous aspirés par le 3. Et on oublie qu'il y a 1 plus 1, et que la possibilité du 3 d'émerger, parce que pour nous, en tout cas, le 3 est une émergence, c'est-à-dire c'est une possibilité, c'est pas une donnée, c'est de dire que c'est la qualité non seulement du 1 qui est important, c'est la qualité du plus, c'est-à-dire la qualité de la relation, et c'est la qualité de l'autre 1 qui font que ce 3 peut émerger. Donc, ok, c'est super qu'on se focalise tous, parce que franchement, c'est vrai que la magie de l'intelligence collective, c'est quand même le 3, quoi. Qui a déjà vécu, levez la main, hein, cette expérience d'être dans un collectif où le 3 est là, quoi. Et les idées émergent et la relation est fluide et ça donne quelque chose d'aspirant. Le niveau d'énergie est à son maximum. On se sent jamais plus soi-même qu'à ces moments-là et on a des idées qu'on n'aurait jamais eues tout seul, quoi. C'est vraiment le moment du kiff total en tant que participant et en tant que facilitateur. Et en même temps, je crois que c'est important que pour les temps qu'on vit aujourd'hui, on donne les moyens à l'individu de réaliser sa responsabilité dans la création du 3. Et que c'est effectivement l'individu, mais c'est aussi dans le plus. C'est la qualité de la relation, c'est la qualité du champ relationnel qui se crée, qui devient véritablement important. Donc voilà un peu le sens de ce qu'on va vous présenter ce soir. On est à la fois dans une approche qui se veut orientée vers l'intelligence collective, tout en restant conscient que ça reste la co-responsabilité du 1 plus 1, de créer les conditions de cette émergence du 3, d'où cette présentation ce soir. Alors, je vais partager mon écran. On y va. Donc, pardon. On souhaite, à travers ce webinaire, vraiment avoir un échange avec vous sur quels sont les constats. Vous êtes, pour certains d'entre vous, un facilitateur ou coach, vous intervenez dans les organisations. Qu'avez-vous constaté, peut-être avec ces quelques mois de crise derrière nous? Qu'avez-vous constaté au niveau des besoins, au niveau peut-être de dysfonctionnement ou de points forts également, bien sûr. Donc, le contexte des organisations aujourd'hui, l'approche générative et SFM en réponse à ces besoins et cette posture, la différence qui fait la différence de consultant facilitateur à consultant facilitateur génératif. Et on pose volontairement le mot de consultant parce qu'il y a souvent une confusion aujourd'hui entre je suis facilitateur donc je suis consultant. Non, ce n'est pas la même chose. On est consultant et parfois la facilitation est la bonne réponse, comme c'est parfois le coaching, parfois la formation, etc. Voilà pour les 3 principaux objectifs. Mais avant ça, on a le plaisir déjà de vous connaître un peu, pour certains, pour d'autres un peu moins. Juste, on va jouer à un jeu. Est-ce que vous savez, avant qu'on joue, savez allumer et éteindre votre caméra sur Zoom? Allez-y, montrez-moi que vous savez allumer et éteindre votre caméra. En général, c'est en bas à gauche. Voilà.
Voilà, super. Vous savez tous éteindre votre caméra. Parfait. Alors, je vais demander aux personnes qui sont coachs déjà de laisser leur caméra allumée et ceux qui ne le sont pas de l'éteindre. Alors, qui est coach? Donc, on a des coachs ce soir. Super. Excellent. Même chose. Gardez votre caméra allumée si vous êtes déjà facilitateur. Merci Bernard. On a, c'est drôle, merci Bernard, parce que ça me fait penser à quelque chose. Donc, on a 3 facilitateurs qui sont déjà là et 2 personnes qui ne sont pas encore. Qui, ici, gardez votre caméra ouverte si vous êtes consultant? Ok. Ok. Merci, Donc, Saverio. on a 2 personnes. Gardez votre caméra ouverte si vous êtes aussi maintenant dans une position interne de RH dans une entreprise. Là, il y a... Et où sont les RH? Et enfin, gardez votre caméra ouverte si vous avez une autre compétence, un autre domaine de compétence que coach, facilitateur, consultant. Ok. Karine, c'est quoi? Non, non, j'en ai pas d'autres. J'ai tardé à éteindre. D'accord, ok. Cédric, c'est quoi? Moi, je suis consultant agile, en fait. Je suis plutôt dans le monde agile et le design thinking. Donc, je gère plutôt une approche méthodologique d'organisation du travail. Ok, super. Il y avait qui d'autre qui était encore dans une autre compétence? C'est Bernard? Bernard, quelle autre compétence tu as? Oui, bonjour. Alors, je suis médiateur professionnel et en même temps consultant en agronomie. Je suis ingénieur agro. Ah, ok. Merci. Merci. Et je crois que c'était tout. Hein. C'était Cédric, Bernard. Moi, j'ai aussi une compétence de programme manager et de responsable département. Dans quel domaine? Dans le domaine des télécommunications. Chez Orange. Responsable des développements logiciels dans le domaine des mobiles. D'accord. Il y a du boulot. Oui. Bon, super, super. Merci à tous. J'insiste juste sur un point, c'est que c'est compliqué d'avoir avoir plusieurs casquettes. Ah oui. C'est le développement de ce que nous on appelle, Elisabeth et moi, le manager facilitateur ou le manager coach est vraiment une posture quand elle est interne qui demande à être vraiment clarifiée et posée au sein de l'organisation. Ouais. Oui. Et oui, Isabelle est également consultante en permaculture, on en avait parlé. Merci Isabelle. Ok, alors pour continuer un peu à vous présenter, qui a par exemple gardé votre caméra ouverte si dans votre métier principal vous avez plus de 10 ans d'expérience? Ah ouais, super. Gardez, si vous avez maintenant voire plus de 5 ans d'expérience. Ok. Et maintenant, moins de 3 ans d'expérience. Ok. Très bien. Bon, bah écoutez, merci beaucoup pour nous aider à vous connaître un petit peu mieux. Alors, on a envie de vous entendre vous présenter et de façon synthétique, hein, puisqu'on a juste 1 heure ensemble. Mais pour ça, on aimerait qu'on soit déjà d'un peu dans notre sujet de l'approche générative. Elisabeth? Oui, si vous étiez, on va dire, si vous avez une image, comment pourriez-vous vous présenter à travers une image ou un geste, quelque chose qui change un peu des mots? Voilà. Je ne vais pas vous dire si vous étiez une fleur, un animal, etc. Mais voilà, si vous étiez une image, ce serait quoi? Qui démarre? Alors, je peux démarrer. Moi, je dirais, ça me vient comme ça spontanément, un guide de haute montagne qui montre un sommet. Ah, un guide de haute montagne qui montre un sommet. Qui d'autre?
Moi, vas-y, Karine, vas-y. Je t'en prie. Non, vas-y. Moi, c'est l'image de l'arbre, en fait, qui me vient avec des racines solides et une envie toujours de développer les branches, d'apprendre de nouvelles choses. Voilà. Merci, Karine. Cédric, alors? Je dirais un bidon d'huile dans les rouages. Ah. Excellent. Excellent. Isabelle, tu es avec nous? Oui, je suis avec vous, mais j'ai un problème de connexion, alors ça rame un peu. Alors, vous m'entendez? Très bien. Oui. Alors, moi aussi, un arbre, c'est la première image qui me suis venue, avec correspondant aux saisons, les humeurs du jour. Merci, Isabelle. Bernard? Eh bien, moi, puisque l'arbre est déjà pris, je parlerai d'un sol très humifère et très profond. Merci, Bernard. Et toi, Jean-François, alors? Moi, je me sens comme un Bouddha. Ah. Pour moi, c'est un phénix qui renaît de ses cendres. J'aimerais juste pour vous, pour l'instant, et on y reviendra à la fin, sur une échelle de 1 à 10. Où mettez-vous le curseur par rapport à votre niveau d'énergie? Voilà, juste pour vous. Et on verra tout à l'heure ce qu'on en fera. Voilà, quand vous avez juste le chiffre de 0 à 10 de ce niveau d'énergie, faites-moi juste un petit signe que je sache qu'on puisse passer à l'étape d'après. Ok, Saverio, Bernard, Cédric, Karine. Isabelle, c'est bon pour toi? Alors, on y va. Alors, tout d'abord, on va vous parler de l'approche SFM. Ah, quelqu'un qui arrive. Quelqu'un qui s'appelle Élie Soleil. C'est joli. Bienvenue, Élie Soleil. Bienvenue. Voilà, on va continuer. Et puis... Voilà. On a démarré à 18h30. On a juste pris le temps de se présenter, de se connaître un peu plus. Et là, on rentre dans la présentation. Bienvenue. Alors, avant de parler des 3 niveaux de modélisation, ce qu'on voudrait partager avec vous, c'est le contexte des organisations aujourd'hui. Et c'est dire qu'aujourd'hui, globalement, si on regarde les organisations, elles sont dans 3 contextes différents. Soit elles sont dans un contexte de croissance, et elles connaissent un boom qui est peut-être aussi inconfortable, parce que on dit c'est chouette d'être en croissance, mais du point de vue des équipes, c'est aussi challenging d'être dans un niveau de croissance, parce que ça repose des questions sur la vision de l'entreprise, son adaptation, son adaptabilité. Parfois, il faut se repositionner par rapport aux clients, il faut parfois créer des adaptations dans les équipes. Il faut trouver des nouveaux partenaires, ou alors on en a, et justement, ces nouveaux partenaires créent des tensions. Tu auras le support, Saverio, on vous l'enverra. Et donc, l'idée c'est que même la croissance peut être source de difficultés. Le deuxième contexte, Elisabeth. Alors, le deuxième contexte, c'est justement quelque part quand la croissance est source de difficultés, ça va être un contexte de crise. La crise peut être dégénérative ou elle peut être porteuse quelque part. Mais en tout cas, à un moment donné, quand il y a, encore une fois, les mois que nous venons de traverser, un besoin de réagir très vite, quelque chose d'extérieur qui impacte l'organisation ou quelque chose d'intérieur, tout ce qui est lié par exemple à la GPEC en fait partie, si ce n'est pas accompagné, à un moment donné, il peut y avoir une nécessité de réagir en urgence. Et les organisations sont dans une posture de crise, une crise qui peut être ou porteuse, et cela rejoint alors cette notion de croissance, ou au contraire dégénérative. Et alors là, les difficultés peuvent être tout autres, bien sûr. Et puis, on a donc une troisième
catégorie, Jean-François? C'est la gestion des transitions. Et on peut dire globalement que toutes les organisations aujourd'hui sont en transition permanente. Il y en a qui sont en transition active et puis il y en a qui sont en transition réactive. C'est-à-dire qu'on a pu voir dans la littérature des entreprises qui ont oublié de mener leur transition, des entreprises comme Kodak par exemple, avec l'arrivée du numérique, qui a voulu rester sur l'argentique. On a pu voir Segway qui aussi a loupé son tournant. Il y a plein de marques comme ça qui ont oublié de se transformer et de créer les transitions nécessaires et qui finalement étaient dans un état d'esprit de si c'est pas cassé, il n'y a pas de raison de le réparer, quoi. Donc c'était une approche plutôt passive du changement. Et quand je vous dis si c'est pas cassé, il faut pas le réparer, ça nous amène à cette notion qui nous tient à cœur, qui est en tant que facilitateur et consultant facilitateur génératif, eh bien, quand on modélise dans SFM, donc la modélisation des facteurs de succès, Success Factor Modeling, on modélise 3 niveaux. Et le premier, c'est le niveau un des premiers, c'est le niveau du mindset de l'entreprise. Quand une entreprise a dans sa culture, si c'est pas cassé, à quoi bon le réparer? C'est-à-dire qu'elle n'est pas dans cet état d'esprit proactif face au changement. C'est un état d'esprit et on connaît que si cet état d'esprit est en place, bien les actions qui en découlent, ça va être essentiellement de la passivité et les résultats qui vont en découler, eh bien c'est peut-être la tendance à perdre des marchés, la tendance à ne plus être en phase avec les évolutions et des attentes des clients. Donc quand on est dans le modèle SFM, on modélise 3 niveaux que sont le mindset, donc quel est l'esprit de l'entreprise, ce qu'on appelle d'une certaine manière sa culture, quelles sont les actions qu'elle entreprend dans cette transition, dans cette crise, dans cette croissance, et quels résultats elle cherche à obtenir. Vas-y, Elisabeth. Donc voilà, c'est vraiment ce lien. L'état d'esprit va entraîner certaines actions, la mise en place de certaines actions qui vont entraîner certains résultats. Et par rapport à l'exemple que vous a donné Jean-François, par exemple Kodak, à un moment donné, ces entreprises n'étaient peut-être plus en croissance. Néanmoins, le fait de ne pas accompagner leur transition a déclenché une crise majeure qui les a fait disparaître quelque part, sur certains marchés en tout cas. Donc, toutes les organisations vont être à un moment ou à un autre dans chacun de ces le mot me manque, de ces secteurs, transition, crise ou croissance. La question, c'est comment elles l'accompagnent, comment elles anticipent et comment elles font à naviguer à travers ces 3 secteurs. Et dans SFM, dans la modélisation des facteurs de réussite, on pose la question à l'envers. C'est-à-dire, quand une entreprise est en crise, en transition ou en croissance, quels sont les résultats clés qu'elle doit atteindre pour traverser la crise, pour grandir ou pour assurer sa transition? Et nous, en tant que facilitateurs en intelligence collective, avec cette approche générative, on va les accompagner. Parce que notre présupposé, c'est que pour que ce soit la croissance, la crise ou la transition, l'intelligence collective est un facteur clé. Parce que l'intelligence collective, c'est pas juste l'intelligence collective à l'échelle des équipes, c'est l'intelligence collective avec les clients, par exemple. Comment on crée du lien avec nos clients pour mieux les comprendre, pour mieux interagir avec eux, puisque ce sont eux qui sont finalement la source de la pérennité, de la rentabilité de l'entreprise. C'est évidemment l'intelligence collective au sein des équipes, ça c'est le plus évident, on pourrait dire. Mais c'est aussi l'intelligence collective avec les partenaires de l'entreprise. Comment on se positionne, non plus comme par exemple, comme des concurrents, mais comment on peut créer par exemple des joint ventures qui vont ou des partenariats qui vont permettre à l'entreprise de rebondir ailleurs. Ce qui a été fantastique, que je trouve, je suis désolé, mais je suis un peu fan
de Marvel et de Lego, parce que j'ai des enfants, notamment un fils. Mais le coup de génie de Lego, ça a été quand même de créer un partenariat avec Marvel et DC Comics pour pouvoir avoir des Lego qui correspondent à Star Wars, qui peuvent correspondre à Captain America, et alors que Lego était en train de dépérir il y a encore une quinzaine d'années. Donc la capacité à tisser, à avoir de l'intelligence collective pour tisser des partenariats révèle aussi une capacité à traverser ces crises, ces transitions de façon plus pertinente. Et puis évidemment, c'est aussi l'intelligence collective avec les actionnaires de l'entreprise. Si on veut avoir une approche qui tient compte de toutes les parties prenantes, comment être collectivement intelligent avec les actionnaires si la vision des actionnaires est différente de la vision de ceux qui dirigent l'entreprise, on peut être en position délicate pour mener l'entreprise à bon port, surtout en cas de transition où il y a un train des actionnaires qui va dans une direction, puis il y a le train des dirigeants qui va dans une autre. Donc là, pour nous, l'intelligence collective est vraiment essentielle dans la gestion de ces crises, de ces croissances et de ces transitions. Oui. Et suite aux différents constats dont on vous a parlé au début, cet index Me2We est vraiment destiné à renforcer les capacités individuelles. Dans le 1 + 1 = 3, c'est vraiment renforcer le 1, chaque 1, pour qu'on puisse en arriver à 3, au 3. Et au-delà de cela, par rapport à ce que vous disiez Jean-François, tout cet écosystème autour de l'organisation, ça peut aller, ça doit aller aujourd'hui jusqu'à tout ce qui touche la RSE, etc. Tous les systèmes en parallèle. Si le 1 n'est pas assez solide, il va exploser face à l'intelligence collective. À un moment ou à un autre. Vous savez, vous avez pour certains déjà assisté à certaines conférences, on parle de spirale de développement. On peut passer d'un plateau à un autre. Peut-être 1, peut-être 2, peut-être 3, mais à un moment donné, c'est comme un sportif de haut niveau, une équipe de sportifs de haut niveau. Si tous j'allais dire les joueurs, toutes les personnes ne sont pas entraînées aussi individuellement et ne sont pas soutenues dans leur alignement, dans leur éthique, dans tous les pans de leur vie, à un moment ou à un autre, il y en a qui vont lâcher et qui ne pourront pas continuer l'évolution avec l'équipe d'origine. La meilleure métaphore qui me vient, c'est dans le couple. Si vous n'êtes pas solide individuellement, si vous vous mettez en couple, ça va vous faire voler en éclats. C'est-à-dire que ça va réveiller tout ce qui est fragile chez vous. Et l'intelligence collective, c'est un amplificateur de nos fragilités aussi. Parce qu'on se retrouve confronté à une diversité qui va nous renvoyer forcément à nous-mêmes. Et si on n'est pas attentif à ce travail sur soi à l'échelle individuelle, on risque d'être déstabilisé à l'échelle collective et donc de ne pas pouvoir tenir durablement le champ de l'intelligence collective. Et c'est pour ça que, en tant que facilitateur et formateur de facilitateurs, Elisabeth et moi, on a eu envie de créer un outil qui soit une possibilité pour chacun d'entre nous de pouvoir se situer en termes de quelle est ma solidité et mon rapport à l'intelligence collective, et est-ce que j'ai la colonne vertébrale suffisamment ancrée, les pieds suffisamment enracinés pour pouvoir accueillir à la fois la merveille de l'intelligence collective quand c'est dans l'émergence, mais quand on est dans la confrontation aux différences. À bientôt, Saverio. Si tu es présent. À bientôt. Et pour moi, dans cette expérience qu'on avait envie de partager avec vous de l'intelligence collective, c'est ça qu'on voit. C'est des égos qui vont être trop fragiles pour pouvoir supporter ce que l'intelligence collective, ou en tout cas le groupe, le collectif peut renvoyer, et qui sont déconnectés de ces capacités-là. Alors peut-être Jean-François qu'on pourrait justement avoir un petit échange maintenant. C'était les 2 questions qu'on vous a posées dans l'email. Quels sont vos constats dans les organisations, si vous intervenez dans les organisations, et si vous n'intervenez pas encore, à quoi vous attendez-vous comme point fort et peut-être comme difficulté à transcender? Donc, en tant que coach, en tant que facilitateur, en tant que consultant pour certains, ou autres, même puisque vous êtes dans certains autres, qu'est-ce que vous avez observé? Moi, ce que j'ai pu observer, c'est
une résistance ou une appréhension quand on est, enfin, quand j'essaie d'amener le collectif vers une intelligence émotionnelle, voire somatique en fait. C'est une habitude qu'ils n'ont pas. Il y a des personnes comme ça qui tout d'un coup sont un peu perturbées, craintives par rapport à ça. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on n'est pas forcément à l'aise dans nos éducations, hein, avec le corps, avec les émotions, etc. Et c'est un de nos axes principaux, peut-être le principal, hein, en termes d'intervention, d'accompagnement. Et c'est là où le manque d'habitude qu'on a d'arriver avec cette intelligence émotionnelle dans les entreprises. On n'y est pas habitué et on a un petit peu peur d'enlever le masque parfois. Ouais. Isabelle, un manque de confiance en moi pour partager mes compétences et gérer mes émotions. Merci Isabelle de ce témoignage et ça rejoint le MeToo-We, c'est-à-dire toi tu en as conscience et tu as déjà la force de le poser. Pour beaucoup d'individus, il est difficile de le poser et le premier pas c'est d'en être conscient, effectivement. Où est ma force et où est mon axe d'amélioration? Merci Isabelle. Bernard, tu veux partager avec nous? Oui, bien sûr. Moi, ce que je constate plutôt dans mes activités de médiateur dans les entreprises, c'est toute la difficulté et la tension qui sont apparues avec ces politiques liées sanitaires qui ont ravivé des tensions de relations par rapport à des points de vue différents. Et toute la difficulté de ne pas se laisser justement tirer par ces dissensions et retrouver une qualité relationnelle au travers des choses plus factuelles et qui dépassent un peu ces aspects un peu difficiles. Donc moi, c'est un peu la difficulté que j'ai et j'ai été amené à intervenir dans les entreprises spécifiquement pour ces sujets-là. Donc, des confrontations. C'est ce qui m'inquiète le plus, en fait, parce que ça crée des ruptures assez profondes. Et il faut vraiment travailler là avec des outils de coaching, notamment, pour bien montrer toute la richesse, tout le potentiel des gens, à quand même avoir cette capacité à maintenir la relation et de se focaliser sur des choses plus essentielles. Si je traduis ça par des confrontations d'ego, c'est ça? D'ego, oui, il y a de l'ego, et puis il y a de la pression, naturellement. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de peur. Hein. On a tellement parlé de guerre, on a tellement parlé de contraintes. Les gens ont senti que la peur a un peu limité l'esprit de la liberté, la créativité dans les entreprises aussi parfois. Et c'est difficile pour les gens de retrouver cette capacité à réexprimer, à se réinvestir, même personnellement dans les organisations. Les gens sont un peu recroquevillés sur leurs fondamentaux et c'est difficile de... Et ce que je trouve... Alors, je ne sais pas, Élie Soleil, quel est ton prénom ou quel est ton nom, si tu veux réagir. Est-ce que tu veux partager ton point de vue Oui, alors moi c'est Jérôme. Pardon, excuse-moi. Oui, merci. Bon. Donc, pour moi, ce qui est très intéressant dans ce que vous dites, notamment sur, par exemple, l'articulation de l'intelligence émotionnelle, somatique, et c'est là où on se rend bien compte que si on ne veut que l'intelligence collective et qu'en tant que facilitateur, on n'a que cette approche-là, on se rend bien compte qu'il va falloir passer aussi par l'individu pour le refamiliariser avec ses émotions, avec son intelligence émotionnelle, le sensibiliser à son intelligence somatique, et que si on fait que du collectif, eh bien effectivement, déjà ne pas être à l'aise avec ses émotions et son corps à titre individuel, et en plus amplifié par un collectif qui lui non plus ne se sent pas à l'aise ou va avoir des jugements, où il n'y a pas un cadre protecteur de ses émotions, son intelligence somatique, c'est extrêmement risqué. Donc, être capable d'intervenir à la fois sur l'individu, en coaching, en accompagnement individuel, le reconnecter à ses émotions, le rassurer, mais aussi en collectif, en créant un cadre protecteur
et en créant des partages qui sont extrêmement plus riches, puisqu'on va sur des niveaux plus émotionnels, plus intimes, c'est là où effectivement on a un vrai rôle à jouer en tant que facilitateur. Je peux rajouter quelque chose, c'est, enfin moi je le vois sur le plan des ateliers un peu plus opérationnels, à l'échelle d'une équipe, hein, je parle. Au niveau de l'ego, il y a des fois des difficultés, on va dire quasi existentielles en fait, à se diluer dans le collectif et de perdre un petit peu justement sa personnalité ou en tout cas son pouvoir sur les autres, avec évidemment le regard que peuvent avoir les personnes autour de lui et enfin cette personne-là. Et voilà, les grandes difficultés sur lesquelles je suis en train de travailler, moi en tout cas dans mes équipes, c'est sur l'autonomie, la possibilité de lâcher prise et aussi de se laisser découvrir aussi un petit peu plus et de ne pas retenir en tout cas son ego, quoi. Voilà. C'est vrai que l'ego, c'est quelque chose d'assez important à travailler sur le plan individuel pour le collectif. Absolument, absolument. Et enfin, pour être clair, notamment par rapport à Karine, Jérôme, l'ego est important et l'ego se doit d'exister en intelligence collective. Il n'y a pas de collectif s'il n'y a pas le jeu individuel vu, reconnu parce qu'il y a une crainte d'être dilué dans le collectif. Hein. Voilà. J'étais sensible à ce mot-là, dilué, quand tu l'as dit. Oui. Et c'est vrai, hein, si je ne me sens pas assez fort, j'ai peur de me diluer. C'est ça. Mais si je me sens suffisamment solide, je sais que je vais pas me diluer, je sais que je vais à la fois trouver cet espace où je trouve ma place dans le collectif, mais en même temps, je ne suis pas le collectif. Donc, c'est deux entités il n'y a pas l'expression, il n'y a pas de fusion ni de confusion. Exactement. Et c'est là où l'individu a parfois besoin d'être rassuré à l'échelle individuelle et parfois accompagné pour je donne un exemple, si on prend les compétences d'assertivité, si je n'ai pas de compétences d'assertivité en intelligence collective, ça va être très difficile pour moi parce que justement, elles sont là pour me permettre de ne pas me diluer dans le groupe. Vous savez, l'assertivité, c'est la capacité à donner par exemple du feedback et à recevoir du feedback, mais c'est la capacité aussi à demander et à refuser. Si je ne me sens pas libre de demander dans un groupe, si je ne me sens pas libre de refuser et de dire non, c'est là où les risques de dissolution vont arriver. Alors que si je suis dans ma demande et que je suis capable de poser des demandes, si je suis dans mon refus et que je suis capable de poser un refus constructif, argumenté, je peux me sentir à l'aise parce que mes frontières sont bien définies. Elisabeth ? Donc, on fait là la différence entre l'ego, le bon ego, l'ego nécessaire, et l'égocentrisme. Où là, non. Et c'est tout le travail de chacun sur lui-même qui peut en arriver à dissocier les deux et à être vu, reconnu, à exister. Effectivement. Alors, pour nous, l'approche générative, si on devait vous prendre un exemple qui est l'opposé de ça, c'est si les mêmes personnes qui travaillent sur le même problème tous les jours parlent de ce même problème en utilisant le même langage et les mêmes procédures, eh bien, le résultat qui en découlera est toujours prévisible. Pardon. Vas-y. Pour les PNListes, toujours plus de la même chose donnera toujours plus du même résultat. Maintenant, si on veut sortir de ce cercle vicieux, il y a peut-être autre chose à faire, effectivement. Et l'autre jour, j'animais la formation SFM en Suisse et dans une phase d'expérimentation, l'équipe tournait en boucle parce qu'elles utilisaient toujours la même procédure, c'est-à-dire elles utilisaient toujours la même intelligence. Dans l'approche générative, on va utiliser de multiples intelligences parce que si le problème se pose à une certaine intelligence, par exemple l'intelligence verbale, c'est possible que la réponse se trouve à un autre niveau, comme par exemple l'intelligence somatique ou l'intelligence métaphorique. Donc, inviter les équipes et être à l'aise en tant que facilitateur pour inviter les équipes à changer de registre d'intelligence,
c'est aussi ça qui fait qu'on fait moins de la même chose pour obtenir quelque chose de différent. Et la merveille dans cette approche générative, c'est que parfois les personnes laissent venir un geste, laissent venir une image et témoignent. Ma tête ne le savait pas. On le voit par le corps ou alors en tant que facilitateur ou parfois dans la posture de coach, on le voit, on réalise qu'il se passe quelque chose de différent et la personne elle-même en prend conscience ou l'équipe en prend conscience avec un temps de décalage. Oui. Et là, pour moi, la plus grande force, elle est là. On débloque des systèmes avec le mouvement et pas en tournant dans le mental en roue libre, hein, quelque part. Voilà. Et quand, par exemple, Elisabeth dit « je suis un phénix », quand Saverio dit « je suis un guide de haute montagne », quand Karine ou Isabelle dit « je suis un arbre », c'est beaucoup plus riche que de dire « je suis Isabelle, je suis Jean-François, je suis Elisabeth ». Il y a une richesse d'informations parce que là, on peut lui dire bah, « vas-y, parle-moi de la montagne, parle-moi de ton équipement en tant que… guide de haute montagne, qu'est-ce que tu portes comme chaussures, est-ce que tu as on peut rentrer dans une richesse de la métaphore qui fait qu'on va aller chercher des informations. Et si je demande à quelqu'un de la même manière de me parler de la vision de l'entreprise avec des mots, ou si je demande de me… je partage avec vous une réunion que j'ai fait cette semaine avec un responsable dans l'industrie automobile. La conclusion, je lui dis, bah, si en conclusion, tu devais me dire le chemin qu'il y a à faire pour ton N-1. Et je lui dis, bah, vas-y, dis-moi comment tu le perçois aujourd'hui. Et il me répond comme ça. Voilà, tout est dit. C'est d'une puissance pour celui qui l'entend. On avait passé 1 heure à parler de la situation et il me dit, voilà. Et je lui dis, mais comment tu voudrais que ce soit à la fin? Et il me dit comme ça. Donc, je résume en disant, donc, ce que tu voudrais, c'est qu'il soit capable de passer de ça à ça. Bah, en 1 heure, il n'y avait rien qui avait été dit sur ça, il n'y avait rien qui avait été dit sur ça. Oui, ça fait gagner un temps fou et une puissance. Et les managers, hein, les responsables dans les organisations le disent eux-mêmes et le reconnaissent eux-mêmes, être surpris par la puissance de cette visualisation, par la puissance de ce qui émerge et par le temps que cela fait gagner, effectivement. C'est ça. Alors, Elisabeth et moi, on s'est formés, on est devenus… Ah, il y a une entrée de quasiment dernière minute. Bon. Bienvenue. Bienvenue, Dom. On arrive dans les dernières 10 minutes du webinaire. J'espère que tu profiteras un peu de ce moment-là. Pour nous, ça a été aussi une exploration de se dire, OK, tous ces concepts génératifs, cette approche émotionnelle, cette approche d'intelligence somatique, cette conscience du champ, comment elle s'applique spécifiquement aux organisations et comment à la fois respecter l'esprit de ces outils et de cette approche, mais comment l'adapter à… je vous donne un exemple. Moi, mes clients principaux, c'est l'industrie automobile. Donc, globalement, ils sont tous ingénieurs de formation et ingénieurs automobiles, donc avec un cerveau qui est très formaté pour des processus linéaires, des processus verbaux avec un A, un B, un C qui mène à un point D et qui doit avoir pour effet E. Et donc, effectivement, j'ai été agréablement surpris de voir à quel point c'était plus une représentation que j'avais qu'une réalité de leur fonctionnement. Leur métier leur demandait de fonctionner comme ça, mais ils n'étaient pas comme ça. Et bien souvent, alors vous voyez, on va partir de la caricature. On est d'accord, c'est une caricature, c'est pas aussi simple, mais comment rassembler le cerveau gauche et le cerveau droit? Et on s'est rendu compte au fil du temps, moi j'étais contrôleur de gestion à la base, hein, donc je viens des chiffres, et j'étais malheureuse parce que, vous savez, c'était au travail, on laisse à la maison les problèmes et toutes ces choses-là, surtout on parle pas d'émotions, et voilà. C'est faux. Quand on arrive avec cette façon d'être, c'est plus une façon d'être que simplement des outils. Ce qu'on a face à nous, et même avec des profils ingénieurs ou des costards cravates, enfin voilà, toute cette population, c'est ouf,
enfin, on a le droit de respirer, on a le droit de se poser, on a le droit, au bout d'un certain temps parfois, de parler émotion. Moi, il m'est arrivé dans un CODIR d'avoir un des directeurs qui restait dans l'entrebâillement de la porte et qui m'a dit « Moi, de toute façon, je n'y crois pas, je vais rester près de la machine à café. » Donc, voilà l'accueil. Vous imaginez aussi la pression. Et c'est OK, je dis merci, merci de le dire. Et puis, on a avancé. Sauf qu'un an après, au retour, il était là, alors que d'autres n'étaient plus là. Et il m'a dit « C'est vrai, je n'y croyais pas. » Et j'ai été obligée de constater à quel point les personnes se sont impliquées majoritairement, à quel point ça leur a fait du bien. Parce que même dans des systèmes publics, où il leur est beaucoup plus difficile de changer ou de mettre en place des processus de changement, individuellement, on peut reprendre notre pouvoir par rapport à ces approches-là. On a une latitude de liberté, de manœuvre, d'alignement. Et ça, c'est puissant. Ça fait la différence. Donc voilà, avec à la fois des processus, des outils dont on va vous parler et certains processus plus créatifs, la stratégie Disney, etc., on arrive vraiment à regrouper les cerveaux gauche et droit. Et souvent, c'est vraiment cette idée que la limite d'une équipe, d'une organisation est la même que la limite qu'il y a à l'intérieur de nous en tant que consultant, que consultant, facilitateur génératif. Si on est à l'aise avec cette posture, si on croit à ce qu'on fait, il n'y a aucun frein face à nous, il n'y a aucun blocage, il n'y a aucune limite. Donc, c'est une question d'alignement et ça fait la différence. Et pour nous, le sens aussi de ce webinaire, c'est évidemment de vous présenter cette formation, mais c'est de mettre l'accent au bon endroit, c'est-à-dire que en tant que facilitateur, vous êtes un levier de transformation pour les équipes que vous facilitez. Et finalement, cette formation, c'est un travail d'abord sur vous, avant d'être un travail sur les équipes que vous allez accompagner. Et ce qu'on veut, c'est que vous soyez le plus conscient possible que cette invitation à suivre ces 3 modules, à suivre ces groupes de recherche auxquels vous allez participer, c'est pour créer un espace en vous d'abord et de reconnaître à la fois votre style de facilitation. C'est vrai que la formation SFM s'adresse à des gens qui ont cette aspiration et qui ont cette capacité à être agiles entre différents styles de facilitation, que ce soit verbal, avec des processus assez classiques, ou plutôt non verbal, ou métaphorique, ou relationnel. Et c'est là où on voudrait vous aider à savoir si cette formation est faite pour vous. Déjà, c'est se poser cette question-là, parce que c'est ça que vous allez vivre et expérimenter pendant la formation, c'est ça que vous allez développer comme agilité. Et c'est ça que vous devez avoir à l'esprit en décidant de vous y inscrire ou pas. Hein. Donc, juste, je vais repartager l'écran. Alors Isabelle, excuse-moi, c'est difficile de répondre à cette question comme ça. Un facilitateur, c'est un vecteur en lui-même. Pour moi, c'est être au service de tout ce qui se passe dans le champ entre les personnes, etc. Ce n'est pas un coach, ce n'est pas un consultant, ce n'est pas un formateur. Et en même temps, ça transcende tout ça pour être vraiment en capacité de lâcher une étiquette quelconque. Pour moi, c'est être au service d'eux. Je ne sais pas, Jean-François, ce que tu en penses. Alors, pour compléter, parce que moi, je suis d'accord avec la notion de service d'eux, pour moi, un facilitateur, c'est un professionnel qui intervient pour faciliter, c'est-à-dire pour induire des états chez les participants qui favorisent des diagnostics partagés, des décisions communes, des plans d'action plus impactants. Ouais, c'est ça. C'est un professionnel qui crée des états, qui favorise des états chez les participants, pour qu'ils soient en capacité vraiment de partager un diagnostic sur une situation et de le partager de façon la plus participative possible, de prendre des décisions, de s'engager dans l'action, dans la durée, pour l'atteinte de leurs objectifs. Alors, elle avait dit un mot, Isabelle. Hein. C'est vrai ? Elle a dit un synonyme. Alors, voilà, juste un synonyme,
C'est c'est tout ça dans un seul mot. Là. Voilà. Alors, donc, effectivement, dans ce parcours, alors, bon, depuis le temps, on est plusieurs formateurs de facilitateurs, en tout cas dans le Deal Strategy Group. Hein. Chacun a sa couleur et il est clair qu'on ne va pas convenir à tout le monde et que chacun a à faire son choix. Jean-François et moi avons vraiment une expertise au niveau des organisations, de nos vies précédentes en organisation ou en tant qu'accompagnants. Donc, nous, enfin, on a vraiment essayé d'adapter surtout cette formation au langage de l'entreprise, aux besoins de l'entreprise, à la posture des managers, tout en en gardant la quintessence, la générativité. Et on s'est rendu compte effectivement qu'il y avait beaucoup de confusion entre qu'est-ce qu'un consultant et qu'est-ce qu'un facilitateur. Donc ça, c'est Jean-François qui a construit ce parcours. Vous aurez un accès illimité dans le cadre de la formation en ligne, dans le cadre de cette formation, avec la formation en ligne, devenir consultant facilitateur en intelligence collective. Et ça devient un prérequis. Donc, par exemple, Cédric, tu l'avais déjà suivi en live avec nous. Hein. Voilà, donc ça, vous l'avez. Et dans ce cadre-là, elle est offerte. Ensuite, pour le parcours SFM qui vous donne accès à la certification du Deal Strategy Group, c'est 6 jours de formation vraiment orientés organisation. Donc, parmi nos collègues, il y en a qui sont très associatifs. Ou, voilà, ce n'est pas la même couleur. Vous allez apprendre à créer des collaborations génératives, modéliser les synergies, hein, quelle est la différence qui fait la différence, faire appel à la sagesse des foules, comment on devient plus sage individuellement et ensemble. Et on vous demande durant ce parcours qui dure à peu près 6 ou 7 mois, je ne sais plus exactement, de participer à un groupe de recherche en groupe de pairs. Vous allez pratiquer de l'intelligence collective tout au long de la formation. On vous demande un petit compte rendu, on veut voir c'est pas l'idée waouh, c'était super, tout a fonctionné, c'est pas vrai. Nous aussi on s'est confrontés à des choses et parfois ça nous arrive qui fonctionnent moins bien, mais ce qui compte c'est de quoi je prends conscience, où est-ce que ça me fait grandir, où est-ce que je grandis dans ma posture. Et du coup, en ayant ça, ces 2 parcours, vous aurez une certification co-signée par Robert Dills et Me2We, c'est la structure qui nous rassemble, Jean-François et moi. Et Me2We, du coup, alors, une fois que vous avez... merci Jérôme, en fait, et à plus tard si tu le souhaites. Donc voilà, les modules, on va faire 2 modules, un en ligne, parce que le cursus s'y prête, en janvier ou en mars. Et si, par exemple, si vous pratiquez en janvier, vous pourrez revenir en mars, ce sera volontiers. Ensuite, les modules 2 et 3 seront en présentiel, en mai et en septembre. Une fois que vous avez fait ça, il vaut mieux le faire après, même s'il y a des cursus qui tournent parallèlement. Bien sûr qu'il y a des webinaires d'intercession et on vous supervise hein, dans ce cadre-là. Et ce parcours vous ouvre à la possibilité de vous certifier dans 2 outils, Periceo, qui est un outil de diagnostic du niveau d'intelligence collective présent dans les équipes et les organisations, et l'index Me2We. Alors, l'index Me2We, comme Jean-François vous l'a dit, on va le mettre en open source, mais ça ne va pas forcément vous allez donc toucher du doigt, hein, enfin à quoi ça ressemble, ce que ça révèle en vous, etc. Pour l'utiliser en tant que facilitateur, il faudra un petit peu, peut-être 1 jour ou 2 d'accompagnement. Voilà. Et ça, ce sera au mois de novembre, si vous le souhaitez. Et bien sûr que ces outils-là, donc pour Periceo, vous êtes aussi certifié, co-certifié avec le Deal Strategy Group. Pour Me2We, c'est Me2We, c'est Jean-François et moi. Et bien sûr que dans le cadre de cette formation, les tarifs sont moins importants, moins élevés que pour les personnes qui les suivent de façon isolée, dirais-je. Voilà, donc je ne sais pas, est-ce que vous avez des questions? Moi, j'ai une petite question sur la disponibilité. Il faut que je regarde. Le mars me fait peur parce que 21-22, je crois que j'ai des choses. C'est le même que les 15 et 16 janvier, Cédric.
Ah, c'est module 1, Oui. oula, j'avais pas vu. Oui. D'accord. C'est fait exprès, hein. C'est module 1 en janvier, module 2 en janvier, en module 1 en mars. Ah, bonne nouvelle, bonne nouvelle. Parce que j'avais pas vu les chiffres derrière module, j'avais regardé que les dates. Ah oui, en effet, bon, bah alors tant mieux, alors, parce que mars, je crois que ça va être un peu cuit pour moi. D'accord. Super. Mais sinon, les autres dates devraient aller, je pense. Et aussi une précision, c'est que on la donne sur. Alors, en ligne, c'est facile, hein, c'est tout le monde, mais c'est essentiellement Paris, Lyon, Sofia, Lille et Bordeaux. Ouais. Ensuite, pour les modules 2 et 3, en fonction du nombre de participants, l'intention, c'est de le faire là où il y aura ou le plus de participants ou alors un petit peu à la croisée des chemins. Donc, on ne peut pas vous dire aujourd'hui avec certitude, ce serait Sophia Antipolis ou Lyon ou Paris. La croisée des chemins, le plus loin par rapport à vous, enfin par rapport à Sophia Antipolis, pardon, je pense à Cédric et Karine, ce serait Lyon. Mais peut-être que ce sera Sophia et peut-être qu'il y aura 2 ou 3 sites qui vont tourner en présentiel. Ça, on ne le sait pas encore. Voilà. Et on a un fort penchant pour Sophia quand même. Oui, c'est clair. Pour le sud. Pardon pour... Voilà. En tout cas, ce qu'on avait envie de partager avec vous ce soir sur la place de l'approche générative dans les organisations. Est-ce que vous avez des remarques ou des partages que vous voulez ajouter avant de se quitter? Des questions? Des questions? Non, pour ma part, moi, je reviendrai de toute façon vers vous hein, pour savoir les modalités, etc. Sur le principe, je pense que je vais bloquer mes dates. Hein, donc, super. Déjà, c'est pas mal, parce que comme je suis freelance, avec plaisir, c'est toujours un peu délicat. Voilà, c'est tout. De vous Merci Isabelle. J'avais laissé un petit peu ça en plan, mais voilà. Et pour les personnes qui sont impatientes, donc Karine, voilà, tu avais, et Cédric, je sais pas, je crois que tu t'étais inscrit au MOOC de chez Repère. Oui, tout à fait. Voilà. Je n'avais pas eu le temps de le suivre complètement. Voilà. Alors, le MOOC est intéressant et il y a plein de connaissances. Maintenant, on insiste sur le fait que ces connaissances ne donnent pas l'entraînement, la pratique nécessaire à la posture de facilitateur. Parce qu'il y a eu des personnes qui se sont dit « Ouais, super, j'ai fait le MOOC, je sais tout. » Oui, intellectuellement, il y a des choses, mais ce n'est pas le détail de l'approche SFM, ce n'est pas le détail de la générativité, et surtout, ce n'est pas la pratique. Ah ouais. Donc, allez-y. Et Karine, donc voilà, si tu ne retrouves pas tes codes, etc., avec plaisir. Et c'est une très bonne formation, information, on va dire, de base. Maintenant, ce n'est pas la formation de facilitateur. Oui, comprendre l'intelligence collective, ce n'est pas faciliter l'intelligence collective. C'est vraiment 2 compétences différentes. Voilà. Ouais. Alors, Dom et Élie Soleil, du coup, alors Élie Soleil, je suis désolée, mais quel est ton prénom? Du coup, je me permets de te tutoyer. Oui, bonjour. Excusez-moi pour le retard tout à l'heure. En fait, j'ai un très beau prénom, c'est le même que le tien. C'est vrai. Ah alors, je comprends tout. La prévention, si tu veux. Donc, Elisabeth, voilà. Oui, c'est ça. Est-ce que tu as des questions ou... Non, pas vraiment. Ok. D'accord. En tout cas, si cela t'intéresse, tu peux revenir vers nous. La présentation est enregistrée ou si tu as des questions, bien sûr, avec plaisir. Merci bien. Et Dom, du coup, alors je ne sais pas si vous nous entendez ou si vous avez une question. Bon. Alors, quoi qu'il en soit, donc merci pour votre... Allô? Allô? Oui. Oui, moi, je suis arrivée trop tard, je n'arrivais pas à me connecter, j'avais un problème de réseau. Donc, je regarderai à nouveau en replay. Oui, on vous enverra le lien du replay et la présentation aussi. Oui, et de toute façon, on fera d'autres webinaires, et dont un début novembre, voilà, et d'autres actions. Mais après ce que j'ai entendu, bon, j'ai d'autres formations, donc bon, voilà, ça me parle quand même. D'accord. Voilà. Mais je réécouterai dès le début. Ça marche. Avec plaisir. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Alors, comme on l'a commencé, on va vous inviter à terminer ce webinaire par un geste. S'il y avait un geste qui illustre cette expérience de ce soir pour vous, ce partage, quel est le geste qui vous vient?
Qui veut commencer? Par exemple, moi, le geste qui me vient, c'est drôle, mais c'est celui-là. C'est le plus de 1 plus 1 égale 3. Moi, c'est l'horloge, en fait, parce que je suis impatiente et de commencer, et je m'interroge aussi sur le timing. Je me dis de janvier à mai, ça me paraît long, quoi. Mais donc, l'horloge pour l'impatience. Moi, ça serait ça, c'est pour l'enthousiasme. Voilà, j'ai hâte d'y être aussi. Ok, merci Cédric. Elisabeth, Isabelle? Moi, ça serait un point d'interrogation. Car comme je n'ai pas pu vraiment rentrer dans le webinaire encore, donc c'est pour ça que j'ai plein de questionnements en fait. Ok. Au plus tard, reviens début novembre, Elisabeth. Ouais, merci. Isabelle, on ne te voit pas, je ne sais pas si on pourrait te voir. Ah, c'est ça. Ah oui, ça, ok. Moi, je ne te vois pas. Et moi, c'est comme un pouf, vraiment un grand mouvement d'énergie, une propulsion comme ça vers vous. Voilà. Tu pourras arrêter le partage, Jean-François, s'il te plaît. Ouais, tout à fait. Merci. Merci pour votre présence ce soir, encore une fois. Merci. On vous envoie la présentation et le lien vers le webinaire. Merci à vous. Ouais. Venez aux présentations futures, aux manifestations qu'il y aura, et on a hâte aussi de démarrer autant que vous, au moins, c'est sûr. Avec plaisir. Bonne soirée à tous. Merci pour votre présence. Merci. À très bientôt. Bravo pour la présentation.